Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Heureux de vous retrouver pour cet exercice favori de toutes les fins de semaine, les vendredis soirs sur Diaspora FM à partir de 18h et en nouvelle diffusion les dimanches à partir de 17h. C'est bel et bien point 7 qui vous revient avec évidemment les débatteurs rompus à la tâche. J'ai en face de moi Ishola Diguin. Il est directeur de publication du journal Providential News. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Diaspora. Je salue avec déférence et commodité également les sommités de la maison. Et je salue par ailleurs le retour pentatonique de notre cher ami Gilles-Léandre Kéti ici. Vous m'ôtez la primauté de la bouche, pour dire qu'il est revenu. J'ai pas envie de l'appeler Lascar, mais c'est le thème qui vient, mais c'est affectueux. Je sais que j'en aurai pour mon compte. Juliette Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Qu'est-ce qui explique, on va dire, cette distance que vous avez entretenue par rapport à l'émission? Non, pas de distance par rapport à l'émission. Il y a des contraintes liées. C'était depuis décembre, on va dire les préparatifs du congrès. Et après. Oui, mais après, il y a toujours. Je n'ai déjà ici pas quinzaine. Vous pouvez avoir rapidement. Vous n'avez que 2 quinzaines dans un mois. Donc, quand vous dites depuis décembre, c'est comme si c'est tous les jours que ça se fait. Mais l'essentiel, je suis là. Et voilà, c'est toujours avec le même plaisir que je serai là. À moins que, par coïncidence, il y ait des urgences liées toujours au front professionnel, politique et tout le reste. Alors moi je suis particulièrement content cette fin de semaine, on va dire, parce que il y a un fait rarissime qui s'est produit. Le chef de l'État en conférence de presse, depuis qu'il est là, je ne me souviens pas qu'il en ait eu une seule. Oui, effectivement, je suis un peu estomaqué par cette sortie de plus en plus répétitive du chef de l'État et à l'instar de nombre de mes compatriotes, je m'interroge et je me demande évidemment pourquoi de plus en plus des sorties en conférence de presse pour, n'est-ce pas, pour... Non, là, c'est la conférence de presse. Les autres, c'est des plateaux de télé, c'est des émissions. De toutes les façons, ce sont des sorties médiatiques, que ce soit conférence de presse ou plateau de télévision ou de radio et tout ce que vous voulez. C'est bien des sorties médiatiques. Et le connaissant, écoutez, on sait que Patrice Talon est un homme discret qui n'a pas trop d'yeux pour les bavardages inutiles. Et donc, de plus en plus, est-ce que c'est sa fin de mandat qui coïncide avec cet événement? Bon, je ne saurais le dire, mais de toute façon, je remarque comme vous et ainsi que comme nombre de mes compatriotes que de plus en plus le chef de l'État vient, n'est-ce pas, face à l'actualité pour faire ce qu'on appelle en termes techniques le grand oral, et pour s'exprimer, parler aux compatriotes et profiter pour décortiquer, éclairer la lanterne des concitoyens par rapport à un certain nombre de sujets, j'allais dire par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité qui cristallisent les passions, qui cristallisent également les curiosités des compatriotes et tout, et ainsi que, n'est-ce pas,
les débats au sein du paysage politique. Et donc, il va falloir désormais, en tout cas pour le chef de l'État, je ne trahis aucun secret, et désormais qu'il puisse venir s'exprimer pour mieux se faire comprendre par ses compatriotes. Julien Guiti, est-ce que vous avez été, on va dire, surpris, cueilli par cette sortie du chef de l'État, cette toute première conférence de presse quand même, hein, sous son double mandat? Oui, mais vous savez, la communication, surtout la communication politique, c'est sous plusieurs formes. Les stratégies varient selon les enjeux et aussi les contextes. Donc, comme c'est une forme qui est connue, c'est vrai, il l'a pas souvent utilisée, ou on n'a pas, comme vous le dites, observé que depuis bientôt 10 ans qu'il est là, qu'il n'a pas utilisé cette forme-là. Mais pourquoi pas, puisqu'elle existe, puisque surtout ça avantage les médias. Parce que la conférence de presse, ça donne plus de possibilités d'interactivité ou d'interaction entre les professionnels des médias et l'autorité politique. Je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire aussi qu'une conférence de presse, ça veut dire que le chef de l'État ne veut pas faire donc du mythe autour des questions à aborder. Il veut bien répondre aux grandes questions, et je pense que pour ce qu'on a reçu, le retour qu'on a eu en termes d'information, la plupart des sujets phares de l'actualité ont été abordés. Alors, Julien Guiti, je reste avec vous, toujours pour quand même parler un peu, analyser le justificatif de cette sortie sous forme de conférence de presse. Est-ce qu'on peut dire que il a été à l'écoute un peu des critiques qui ont fusé au lendemain de ces émissions avec la presse internationale à l'étranger, et puis au Bénin à la suite des Voodoo Days, où on a vu la presse internationale l'interviewer dans son jardin, celui de la présidence de la République? Est-ce qu'on peut dire qu'il a envie quand même de satisfaire la presse au plan national? C'est pour ça il convoque aujourd'hui une conférence de presse. Bon, mais est-ce que c'est pour satisfaire la presse nationale? Je préfère ne pas répondre par l'affirmative, parce que Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est là, je peux observer qu'il a varié de façon intermittente. Tantôt il s'est confié à la presse internationale, tantôt à la presse nationale, tantôt il a fait dans une forme mixte. Vous avez eu des interviews ici où il était entouré de journalistes, je crois, de Le Monde, de Jeune Afrique. Après, il y a eu interview RFI, France 24. Il y a eu interview LCI, voilà. C'était à l'étranger. À l'étranger, il y a eu plusieurs interviews où il est au milieu des professionnels des médias béninois et de plusieurs générations. D'accord, je me rappelle bien, je crois qu'il y a eu des entretiens où il y avait comme journalistes des gens comme André-Marie Johnson, il y avait Guy Papo, voilà, les jeunes aussi, il y a eu interview où il y avait... Avec les jeunes de la télévision nationale. Il y a eu interview avec Rachid Yodo, Malik Gomina dans sa vie de journaliste, Tanguy Agoy. Vous voyez, ça fait plusieurs générations. Il y a eu hommes comme femmes, il y a eu Angela Pédia, il y a eu tout récemment Serge Ayaka et puis Marie-Léa Emandro. Il y a eu interview donc journaliste médias de service public, journaliste de presse privée. Donc j'estime que maintenant que il fait conférence de presse et où toute la presse nationale, en tout cas dans sa plus grande variété, peut participer, poser des questions, je trouve que c'est une bonne chose. Donc je n'y vois pas de la discrimination, donc je ne saurais dire que c'est pour satisfaire la presse nationale. Et je ne sais pas si la presse nationale se plaignait
de ne pas suffisamment être écouté ou de ne pas suffisamment voir le président de la République à sa portée pour lui poser des questions. Mais ce n'est pas non plus tous les jours qu'on a un chef d'État en face de lui pour parler. C'est pas tous les jours non plus qu'un chef d'État a besoin de parler parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a des ministres, il a des communicants autour de lui et j'estime que le moment est venu peut-être, vu qu'on est dans un contexte de fin de mandat et aussi la polémique était devenue trop grosse. Vous voyez, vous avez la question du code électoral et la question de probable révision de la Constitution qui a toujours déchaîné les passions, surtout quand c'est en fin de mandat d'un président de la République. Donc il s'est dit, comme on le dit en fond chez nous, c'est-à-dire que quand vous êtes concerné directement par une affaire, on a besoin de votre parole, vous avez beau être le grand souverain, parfois il faut briser les codes et venir vous-même dire à la communauté, écoutez, voici ma religion sur cette question. Je veux bien que vous me preniez au mot si je tourne kazakh. Je veux bien que vous m'évaluez à l'aune de mes actions et que quiconque dirait que ceci ou cela est fait en mon nom, eh bien, vous devez savoir que je ne suis pas instigateur. Jola Djiguin, votre mot sur cet aspect des choses. Bon, ben, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si les sorties de plus en plus répétitives du chef de l'État coïncident avec la fin du mandat et que à son niveau, il s'est aperçu peut-être de l'impérieuse nécessité de s'exprimer, de clarifier un certain nombre de problématiques qui met la République, peut-être, en l'occurrence, les acteurs politiques en émoi. Je ne sais pas si c'est tout ça qui l'a déterminé à commencer par de plus en plus sortir, médiatiquement parlant, pour s'adresser à ses compatriotes via les confrères. Mais vous le savez, au début de son mandat, il nous avait accoutumés à cette stratégie ou cette manie, n'est-ce pas? Il avait dit, il avait prévenu en disant, ben, je serai rare à vos micros, à vos caméras, parce que moi, je préfère travailler. Qu'est-ce qui explique alors, comment dire, ce changement de paradigme? Ben, c'est comme je l'ai dit, je m'interroge également, je me pose cette question par rapport à ça. Qu'est-ce qui aurait pu motiver le chef de l'État pour que désormais il puisse sentir la nécessité de venir, n'est-ce pas, faire face aux confrères pour s'adresser à ses compatriotes. Peut-être que beaucoup de choses se disent en son nom et qui sont mis beaucoup plus à son actif et l'homme a envie de se faire entendre et de dire la vérité. Oh ben, il était où? Dans tout ça, il a laissé suppurer, n'est-ce pas, la situation avant de commencer maintenant par se rattraper, puisque il a l'habitude de parler un français qui, ma foi, n'est-ce pas, me sidère. Bon, à chaque fois, il dit, telle question est derrière nous, c'est derrière nous, mais, paradoxalement ou en revanche, cela risque de se rattraper. Si c'est derrière lui, ça risque de le rattraper. Et nous y voilà. Et par rapport à la question qui secoue un peu la République actuellement, où on parle de code, de la révision ou de la retouche, d'une certaine manière, du code électoral enjoint par la Cour constitutionnelle, où on va également trouver des ramifications au niveau de la loi fondamentale, notre Bible nationale qui a été déjà une fois révisée. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-ci encore on veut tenter, bon, je ne sais pas, une probable révision de la Constitution. À ce niveau, il y a beaucoup à dire parce que cela suscite à la fois indignation, interrogation et à cette polémique, pour ne pas parler d'amalgame. Oui. Alors, il faut dire quand même que tout ceci n'est pas pour déplaire aux journalistes. Bien au contraire, notre antenne se trouvera alors utilement
et sérieusement éclairé. Et on en a eu pour notre compte aujourd'hui dans certaines déclarations du chef de l'État où il a dit clairement qu'il n'est pas pour le changement de la Constitution, même pas une virgule. Comment on peut comprendre alors que quelques jours avant, c'est les députés, un des députés du bloc républicain, Hassan Seibou, qui, ma foi, a déposé sa mouture pour être enrôlé par la commission des lois et qui va enclencher la procédure si je ne m'abuse. Est-ce qu'on a besoin de réviser forcément la Constitution avant de pouvoir trouver une solution consensuelle aux problèmes qui se posent par rapport à la praticabilité du système partisan? Les réformes qui ont été opérées en son temps, mais beaucoup de compatriotes ont sonné le tocsin par rapport à un certain nombre de couacs qui pourraient, n'est-ce pas, nous rattraper à l'avenir. Et aujourd'hui, nous en sommes là. On a attiré leur attention sur un certain nombre de choses. Mais il y a pour habitude où, après avoir accoutumé le peuple béninois à une certaine façon de fonctionner, à un modus operandi qui, n'est-ce pas, fait de l'ostracisme, écoutez, ils sont restés entre eux pour cuisiner les choses. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça met, n'est-ce pas, excusez du peu, la République en émoi, et ça suscite tellement de débats au sein du paysage politique au niveau des acteurs politiques. Et donc, je ne vois pas, en tout cas de mon point de vue, et au regard, n'est-ce pas, de la réaction de l'opposition, en l'occurrence, la vraie, incarnée par le parti Les Démocrates, je ne vois pas, évidemment, l'opportunité d'une révision de la Constitution. Je l'ai dit dans l'émission précédente, il faudrait que le chef de l'État, n'est-ce pas, sorte grandi, qu'il sorte de son magistère véritablement grandi à la fin du mandat, parce que lui-même l'a dit. Il dit qu'il ambitionne, n'est-ce pas, que les Béninois le considèrent, le porte en triomphe. Voilà, qu'il soit revêtu, n'est-ce pas, de ce manteau que Feu Mandela, n'est-ce pas, a eu, n'est-ce pas, à porter et qu'il a rendu tellement célèbre. Et donc, en termes clairs, Patrice Talon a voulu que, à la fin ou au terme de son mandat, qu'il soit considéré comme le Mandela national, le Mandela du Bénin. À partir de ce moment, il doit pouvoir se départir d'un certain nombre de situations, surtout les questions qui fâchent au sein de la République, les questions qui pourraient, n'est-ce pas, amener à baisser sa cote de popularité, puisque nous tendons vers la fin du mandat, il devait pouvoir se rattraper, réajuster les choses, faire de l'aiguillage, n'est-ce pas, qui rassemble ou amène tout le monde, n'est-ce pas, à boucher de leur main la jarre trouée, comme l'a prôné le roi Guézo, pour que, à la fin, effectivement, qu'il puisse retrouver, n'est-ce pas, la grande porte de sortie, la porte de sortie honorable à la fin de son mandat. Et donc, je ne voudrais pas qu'il se mette dans des considérations qui, à la manière du président sénégalais, n'est-ce pas, traîneront, n'est-ce pas, son image dans la boue, encore que il a fait beaucoup d'efforts, assez d'efforts. En tout cas, il a fait ce qu'il peut jusqu'à présent pour sortir le Bénin de la chrysalide. Mais cela ne doit aucunement, n'est-ce pas, le déterminer à faire montre d'une certaine surenchère cognitive pour être tenté de toucher à des questions qui vont amener les populations à le vomir davantage. Je ne souhaiterais pas qu'il aille, n'est-ce pas, qu'il emprunte cette piste. Telle est la raison pour laquelle je voudrais l'appeler à surseoir à cette question, qu'il respecte effectivement sa parole,
puisqu'il dit, Mais il a dit maintenant, il a dit qu'il n'est pas du tout d'accord pour la révision de la Constitution. Oui, je partage entièrement, n'est-ce pas, son opinion. Mais j'ai un peu d'appréhension au regard d'un certain nombre de postulats. La jurisprudence est là, mais il a dit plus que ça par le passé. Mais jamais ne les a respectés. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que si vous-même, vous amusez aujourd'hui un tout petit peu... Il avait dit quoi dont il s'est dédié après? Écoutez, par exemple. Vous le savez mieux que moi. Il a parlé de mandat unique dans ce pays. C'est devenu quoi? C'est pas anticonstitutionnel. On ne parle pas d'anticonstitutionnalité ici. On parle, n'est-ce pas, du respect de la parole donnée. Oui, mais c'est un mandat. Et c'est ça qui forge la dignité d'un homme. Le mandat présidentiel au Bénin est de 5 ans, renouvelable une fois. Mais comme en venant au pouvoir, il a prôné la rupture. Qui veut rompre par rapport à un certain nombre d'habitudes. D'accord? Et à partir de ce moment-là, donc il a choisi son mode de gouvernance. Et c'est lui-même qui l'a dit. Personne ne l'a forcé à le dire. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je crois, à l'instar de mes compatriotes, que le président de la République, en tout cas, je ne le vois pas dans une dialectique qui l'amène, n'est-ce pas, à respecter scrupuleusement sa parole. Par rapport au limogeage de son ministre, l'ancien ministre de la Justice, mais il a dit quelque chose ici. La presse l'a ventilé. On dit que le monsieur a été limogé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Aux côtés du président qui était venu le visiter ici, du président rwandais, mais il a tenu des propos, mais après, ça a changé. Donc, à partir de ce moment-là... Il avait bien dit qu'il ne savait pas s'il a été limogé ou pas. Écoutez, le président de la République, il est censé le savoir. Mais que cela pourrait vérifier ou bien s'avérer les autres qui viennent. Écoutez, je crois que il n'est pas bien d'avoir affaire à un président de la République lunatique. Un président de la République qui tient des propos versatiles, c'est suffisamment grave. En tant que numéro 1 des Béninois, on doit pouvoir le suivre à la lettre. On doit pouvoir, n'est-ce pas, tirer de ces sorties un certain nombre d'enseignements qui nous amèneraient, n'est-ce pas, à ne pas poser un certain nombre d'actes qui nous amèneraient à respecter notre parole. Il doit pouvoir servir un exemple en la matière. Il doit pouvoir être une légende. Le peuple béninois doit le prendre, n'est-ce pas, comme un miroir. Mais si ces propos deviennent ambivalents et qu'ils deviennent également versatiles, il y a problème. Ça veut dire qu'il tient tout langage. Il fait le contraire de ce qu'il prône. Il fait le contraire ou, si vous voulez bien, il fait nuitamment le contraire de ce qu'il est venu dire de façon diurne. D'accord? À partir de ce moment-là, il y aura problème. Le peuple aura du mal à le prendre en exemple. D'accord. Julien Kiti, vous parlez le même langage que Ishora Diguin? Non, pourquoi parler le même langage que lui? Quand moi, mon postulat, vous le connaissez, je vous ai dit, le chef de l'État avait déjà eu la possibilité de dire plusieurs fois, en privé comme en public, comme j'ai coutume de le dire, sous plusieurs coupes, sous plusieurs prismes, à plusieurs reprises, ses intentions par rapport à la Constitution, par rapport aux questions de troisième mandat, par rapport à tout ce dont on peut le soupçonner. Mais nous sommes en Afrique. Et l'environnement sous-régional, et vous voyez, les guéguerres entre opposition et mouvance présidentielle jusque-là, tout ça amène les citoyens, beaucoup de citoyens, à vivre dans un marigot de suspicion. Mais moi, j'estime que quand on voit les lois en l'état, telles que c'est aujourd'hui, qui encadrent ces genres de questions, quand on voit en plus ce que lui-même il est en train de dire, c'est vrai, il y a eu des choses que le chef de l'État a dit et qui ne se sont pas passées exactement comme il avait dit. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, mais vous dites que le chef de l'État, il faut le croire, alors qu'il a dit qu'il allait faire un mandat, il ne l'a pas fait. Mais
je fais la différence, une nuance entre les deux. Quand vous avez fini de parler de la parole donnée, du point de vue moral, du point de vue de l'éthique, ou bien de la capacité de quelqu'un à l'épreuve du pouvoir à faire exactement ce qu'il a dit, il y a une différence entre ça et ce que la loi, le contraire, a fait. Si lorsque le président Talon avait dit, par exemple, que même si la révision de la Constitution, pour qu'on ait un mandat présidentiel unique, ne passait pas, il ferait de ce mandat unique un devoir personnel, moral, je le paraphrase. S'il y avait une disposition légale qui l'y contraignait, alors en 2021, quand il a dit qu'il veut être candidat, on lui aurait dit, mais monsieur, vous êtes en train de violer la Constitution. Vous êtes en train de violer telle loi. D'accord? Alors, est-ce que la loi, parce que la loi lui permet de faire un mandat renouvelable, de renouveler son mandat, est-ce que c'est la loi qui l'oblige à renouveler le mandat? Non, la loi ne l'oblige pas à renouveler le mandat. Mais il se fait que, par exemple, au moment où il décide d'être candidat, personne, aucun citoyen ne peut faire un recours devant les juridictions formellement. Les juridictions n'ont pas pour ambition, n'ont pas pour vocation de devenir, de jouer le rôle de directeur de conscience des citoyens. C'est-à-dire qu'on établit des règles et on dit, c'est tant que vous n'êtes pas tombé au travers de ces lois-là, vous n'avez pas enfreint à ces lois, et évidemment, on ne vous fait pas un procès. Après, c'est à l'église qu'on vous dit que, à la mosquée et puis dans les couvents, qu'on vous dit, Dieu veut que vous fassiez les choses de telle ou telle manière. Il y a le tribunal de la conscience aussi. D'accord, le tribunal de la conscience, il est suffisamment personnel. Et donc, je ne saurais, moi, personnellement... Sur le plan moral. C'est une option de vie. Je ne saurais me mettre à faire un procès moral à un autre citoyen, encore moins à un chef d'État. D'accord? Alors, je regarde, moi, j'analyse les faits et gestes d'un chef d'État, d'un dirigeant, quelqu'un qui détient un pouvoir public, là, au regard de la loi. Je vois chaque jour les actes qu'il pose. Est-ce que ça respecte la loi? Si ça ne respecte pas la loi, je commence par rappeler que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait là ne respecte pas la loi. Et je m'assure que je maîtrise bien cette loi et je dis, voilà le problème qui se pose. Ensuite, quand je vois que cette autorité-là s'entête à violer cette loi, mais là, je me rends compte que c'est un choix délibéré de violer cette loi. En ce moment, je pose quel acte? Je vais interroger les lois, toutes les lois élaborées dans le monde entier prévoient les possibilités de recours contre toute violation de ces lois et les procédures en la matière. Donc, je regarde si moi, citoyen, je peux me permettre de faire ça. Donc, j'exerce mon devoir de citoyen, de m'exprimer là-dessus et ensuite de faire les démarches qu'il faut. Et puis après, les juridictions, puisqu'on est dans un état de droit, je leur fais confiance et j'attends la réaction de ces juridictions-là. Donc, de ce point de vue, si là où on est aujourd'hui, quelqu'un a la possibilité au regard des lois de la République de porter plainte contre Patrice Talon pour dire que, parce qu'on a dit dans la rue qu'il veut un troisième mandat, qu'il veut faire chose, la personne n'a qu'à le faire. Mais quand le deuxième mandat de Patrice Talon va arriver à terme, mais les dates des élections sont prévues. En 2026, lui-même, il a dit tout le temps, il a un rôle à jouer en tant qu'institution dans l'organisation, la convocation du corps électoral, la tenue des élections. Il y a d'autres institutions aussi qui ont des rôles à jouer. Ces institutions sont en place. Donc, on n'est même pas dans un état d'exception pour que je pense que il va faire les choses à son bon vouloir, lui seul. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où, à l'Assemblée nationale, il y a un parti d'opposition et deux partis de la mouvance présidentielle. Il y a plusieurs autres partis de la mouvance présidentielle qui sont là. Vous avez l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain qui sont à l'Assemblée nationale. Vous avez Renaissance nationale, dirigée par Mme Claudine Affaire-Prudentiaux. Vous avez Moël Bénet, qui sont des partis de la mouvance présidentielle également. Vous avez plusieurs partis de l'opposition qui sont là et qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, mais qui opinent également sur ce qu'il y a lieu de faire. Et vous savez, par exemple, même au sein de la majorité présidentielle, vous avez vu
au niveau de la majorité présidentielle, vous avez vu le message dont s'est fondue la présidente de Renaissance nationale, Madame Prudencio, où elle a dit, mais dans ce débat qui se fait sur la révision de la Constitution et qui pourrit l'atmosphère et tout, est-ce que les gens pensent aux femmes qui sont au contact du panier de la ménagère? Est-ce qu'on ne peut pas se préoccuper mieux de ça que de... Donc, elle s'est adressée à ces femmes. Certains ont pensé que c'était décalé. Non, c'est dire que c'est là où il faut regarder les gens. À tous ceux-là, on doit parler de révision. Mais voilà que il faut penser à leur ventre, il faut penser à leurs activités. Comment on fait? L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Très bien. Alors donc, et en plus elle a dit, mais pour le chef de l'État que nous soutenons et qui veut être porté en triomphe à la fin de son deuxième mandat, ce n'est pas bien qu'on lui colle tout ça, parce que lui, il a dit il ne veut pas de ça, et il n'a pas dit après qu'il veut de ça. Et qu'une révision de la Constitution faite dans ces conditions-là n'est pas la bienvenue. Il sera même assimilé au coup d'État institutionnel que les gens font. Donc, c'est une manière, vous voyez, cette manière de soutenir, c'est de dire, tel que ça, le problème se pose, ça veut dire personne au Bénin ne peut être contre la révision de la Constitution. La Constitution prévoit ces voies de révision. Maintenant, si vous voulez le faire, si celui qui a déposé la proposition de loi portant révision de la Constitution, c'est son droit en tant que député. Oui, mais c'est en fait ça qui étonne. C'est ça qui étonne en réalité, c'est ça qui inquiète. Parce qu'il est quand même de la mouvance présidentielle. Oui, mais... Et le chef dit, je suis contre toute révision de la Constitution. Et il nous a dit qu'il le leur a dit au cours de leur dernière rencontre. Il a dit qu'il est contre. Hein? Oui. Il est contre. Moi, je n'ai pas entendu une fois. D'accord? Jusqu'à maintenant, le chef de l'État dit qu'il est contre toute révision de la Constitution. Parce que pas une virgule. Parce que si on prend cette phrase-là, c'est à croire que il est en train de dire jamais on ne réviserait. Et il n'y a pas un temps pour réviser. Mais le problème, c'est quoi? Dans le débat que vous êtes en train de faire maintenant pour la proposition qui est déposée à l'Assemblée nationale, il dit, moi, je ne suis demandeur d'aucune révision de la Constitution, même pas une virgule. À aucun moment, il n'a dit le député auteur de la proposition de loi n'est pas en droit de déposer une proposition de loi. C'est parce que dans l'opinion, on voit ça, mais derrière tout ça, les gens veulent... L'opinion ne comprend pas que le chef de la mouvance, qui est supposé être le chef de ce dernier, disent qu'il est contre la révision de la Constitution et que lui, il s'entête pour introduire quand même une révision de la Constitution. En réalité, c'est ça le flou ou la gêne de l'opinion nationale. Je comprends que l'opinion soit gênée. Mais je trouve également que cette gêne de l'opinion est aussi gênante. Et pourquoi? Oui, parce que non, ça, ce n'est pas la souveraineté du peuple qu'il s'agit. Non. Les gens sont libres d'avoir leur opinion. Mais c'est dans la même opinion que les gens déplorent tous les jours que les députés de la mouvance présidentielle sont trop à la solde du chef de l'État. Moi, je ne suis pas là pour défendre le député Hassan Seibou qui a déposé la proposition de loi. À sa place, j'irai retirer ça. Je n'ai jamais été personnellement pour qu'on aille faire cette proposition. Vous savez ce que j'ai déploré d'abord, moi? Que la Cour constitutionnelle ait demandé à son qu'on aille modifier le code électoral pour régler un problème. Et que ce processus soit en cours. Et ce processus est légal. Je vous ai souvent répété ici, comme si c'est une leçon de C1, que en toute chose, tout problème qu'on me pose, je veux être légaliste d'abord. Est-ce que ce que on veut faire par au code électoral est légal? Oui. La Cour constitutionnelle a rendu une décision. Ces décisions sont sans recours. A demandé à l'Assemblée nationale de corriger telle chose. Les députés sont censés le faire suivant les lois qui régissent l'Assemblée nationale. Mais c'est dans ce débat-là qui se mène. Et maintenant, le chef de l'État a commencé des concertations. Il dit il faut que ça se fasse sur la base d'un consensus. Alors, les partis politiques ont commencé à se prononcer là-dessus pour dire même, voilà, concrètement ce qu'il faut faire pour alimenter les députés en information, pour que ça puisse bien se faire, que ce soit quelque chose où on ne laisse plus des erreurs. C'est dans ce processus-là
que Vlam, on a la question de proposition de loi portant révision qui vient. Mais ce n'est que ça qui est venu tout embrouiller. D'accord? Et aujourd'hui, vous voyez que dans l'opinion, les gens parlent moins du code électoral alors que les gens de la Cour constitutionnelle est là si nous voulons être légaliste. Donc, mais au même moment que souvent, je ne me rappelle plus si c'était pas Rabelais qui a dit ça, et puis le journal universitaire, le premier, le héros, en a fait sa phrase phare. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Donc voilà, c'est encore lui qui a dit qu'il n'y a rien de plus grave que la certitude absolue d'avoir raison. Donc, ce que Hassan Seibou fait, je me demande, est-ce que ça suit la loi? Oui, c'est son droit de déposer. Mais est-ce que il est en train de faire du bien au débat qui se mène? Ma position, mon point de vue, c'est non. Et ce point de vue n'est qu'un point de vue. À l'Assemblée nationale, quand il dépose, il y a une procédure. Il a déposé au secrétariat du président. Ça va être envoyé en commission des lois, n'est-ce pas? Si je comprends bien. Au niveau de la commission des lois, ça va être étudié. Et une position va être donnée. C'est déjà au niveau de la commission des lois. Alors, maintenant, la commission des lois va envoyer ça en plénière. Et les députés qui ont mandat de connaître de ces genres de questions, et là, ils vont trancher, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il est question maintenant que la plupart des députés, mouvanciers comme opposants, se posent honnêtement, en se débarrassant de leur manteau de partisans, se demandent, est-ce que c'est utile à faire? Ou ce qui est proposé, si c'est vraiment pertinent, et que ça fera du bien au peuple, ils n'ont qu'à expliquer. Et que le peuple n'a qu'à être convaincu qu'ils sont représentants du peuple. Donc c'est bien possible que ce que veut le chef de l'État, les députés, 7 députés à l'Assemblée nationale ne l'écoutent pas. Alors, c'est à eux de dire si ils veulent écouter exactement ce que le chef... Et même la sortie du chef de l'État, je préfère aller dans ce sens-là. Et là où je trouve qu'elle est la bienvenue, la sortie du chef de l'État est peut-être une manière pour lui d'arrêter les velléités de ces députés qui sont avec lui dans sa majorité, mais qui veulent peut-être donner des libertés de faire ce qu'il dit de ne pas faire. Et il se dit peut-être, vous voyez la forme. Ça va s'appeler comment? Il a parlé avec les députés de la mouvance présidentielle. C'est eux qui sont à l'Assemblée nationale. S'il trouve nécessaire de venir faire conférence de presse, ça veut dire peut-être qu'il veut prendre le peuple à témoin pour dire je ne leur ai pas demandé de faire ça. Mieux, j'ai déconseillé de faire ça. Et donc, on avisera. Mais il n'a aucun moyen d'arrêter, aucun moyen légal d'arrêter, le député Hassan Seibou dans sa il a au moins les moyens. Je veux parler de moyens juridiques. Il a au moins les moyens au plan communicationnel, au plan social, au plan politique de décliner sa responsabilité. Le député peut dire, moi, non, il n'y a pas de problème. Je suis fondé, j'ai été élu pour ça, oui. Je veux aller au bout. Mais il y aurait quel scandale à ça? Il aurait respecté la loi. Seulement, si vous me demandez, on fait le débat, est-ce que c'est correct ce qu'il fait? Je dirais mon point de vue, ce n'est pas correct parce que quand vous êtes représentant du peuple et vous avez l'impression que le peuple, dans sa grande majorité, dans l'opinion, les gens n'en veulent pas, vous devez être à l'écoute de ça. De ce point de vue, je dirais que Hassan Seibou n'a pas raison. Mais si j'affirme à votre micro que Hassan Seibou n'a pas le droit de continuer, mais il peut même porter plainte contre moi pour me dire je lui dénie le droit que la loi lui accorde. Maintenant, il y a une certaine dichotomie. Il y aurait à ce moment-là, laissez-moi poser la question, oui. Il y aurait à ce moment-là, quand même, une certaine dichotomie, puisque il est d'une mouvance dont le chef dit être contre son initiative. Écoutez, on n'a pas besoin de disserter philosophiquement autour de cette question. Comme l'a dit tout à l'heure Jules. Et pour une fois, vous rejoignez. Non, attendez. Je ne suis pas encore allé au bout de mes idées. D'accord. Écoutez, comme l'a dit tout à l'heure Jules, j'étais à la place, ou je serais à la place de Hassan Seibou qui a introduit cette loi. J'allais tout mettre en œuvre, même si c'est nuitamment, pour retirer mon projet, tout simplement. Et pourquoi?
Parce que le chef de l'État à la lecture des propos qu'il a tenus par rapport à la révision ou au projet de révision de la Constitution, il n'est pas demandeur. Donc c'est une manière de montrer au peuple, de prendre le peuple à témoin et dire, ah, voyez, mes chers compatriotes, moi je ne suis pas demandeur d'une révision. La Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC numéro 24001 du 4 janvier 2024, a fait une injonction pour la retouche, n'est-ce pas, du code électoral, afin que le problème qui a été soulevé soit résolu de façon consensuelle. Mais vraiment, au cours, directement pour introduire, n'est-ce pas, une loi qui va leur permettre, n'est-ce pas, de réviser la constitution, la constitution de notre pays. À ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. À ce niveau. La manière dont cela est fait cache bien des choses. Autrement dit, il y a anguille sous roche. Cache quoi selon vous? Et c'est à ce niveau que je voudrais... Dites clairement ce que vous pensez. Non, écoutez, la Cour constitutionnelle a parlé de révision du code électoral. Oui, mais eux, ils ont estimé qu'on ne peut pas réviser ce code électoral sans avoir révisé la Constitution. Non. Parce que c'est des questions de date qu'il s'agit. Et la Cour a donné, la Constitution a donné les grandes orientations. On doit organiser les élections présidentielles deuxième dimanche de tel mois, le premier tour, le deuxième tour. Alors que matériellement, on constate que ça ne peut pas se faire. C'est comme j'ai l'habitude de le dire. Mais ce sont eux-mêmes qui ont voté la loi. Non? Cela suppose qu'ils ont réfléchi en amont. Mais ils ont fait toutes les simulations possibles. Peut-être que cela leur a échappé. Ah bon? Mais c'est ça. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, montrer aux autres qu'ils ne sont pas intelligents autant que vous, mais voilà des choses qui vous échappent. De ces petits aspects vous échappent. Mais les démocrates, le parti de l'opposition, sollicitent un dialogue depuis le début du mandat du chef de l'État. Mais vous avez vu comment le dialogue a été organisé ici. Et c'est cela, vous le savez mieux que moi. Que fera le dialogue? Vous avez... Quel problème le dialogue va Mais régler? comment c'est pour rechercher le consensus? À défaut de l'unanimité. Mais le chef de l'État les a reçus. Mais reçus. A reçu non, cela ne suffit pas. Les différents groupes parlementaires. Écoutez, au niveau de l'Assemblée nationale. Et il leur a dit, allez vous entendre. Il a bien dit ça, autant aux démocrates qu'aux députés de la mouvance présidentielle. Je suis entièrement d'accord. D'accord, je partage votre point de vue. Mais il y a l'autre fait qui est là. Ici, il s'agit de la vie de la nation. Mais si nous faisons mal, ça va tous nous rattraper. Nous serons tous responsables. Et quand ça va péter, mais ça ne épargnera personne. Personne, ni mouvancier, ni opposant. Mais vous là, vous avez combien de nationalités? Je n'ai qu'une nationalité, c'est le Bénin. Donc j'ai intérêt à faire en sorte que les acquis démocratiques pour lesquels nos pères se sont battus, nos ancêtres se sont battus ici, que soient sauvegardés et préservés à tout prix. À ce niveau-là, aucun sacrifice ne sera de trop. Mais on convoque, on demande un dialogue national, c'est pour faire quoi? C'est pour amener tout le monde à adhérer au projet. Et à partir de ce moment-là, ça ne poserait aucun problème le cas échéant. Mais on veut rester dans l'ombre pour faire les choses. Le chef de l'État a dit qu'il n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution. Donc c'est une manière de les livrer, de livrer les députés. Donc cela suffit pour que le député Hassan Seibou qui a introduit cette loi, je ne sais tout ce qu'il pense dans son trip, qui a introduit cette loi, écoutez, vous allez, n'est-ce pas, retirer tout simplement le projet. Donc c'est ce que vous lui conseillez. Mais oui, tout simplement. Sinon, ce serait une manière de, écoutez, de l'avoir en ligne, tout simplement. Ce serait une honte pour lui. Le chef de l'État dit, moi, je ne suis pas demandeur, je n'ai demandé personne, et que rien, je ne demande rien à personne. Encore moins la révision de la Constitution. Mais de l'autre côté, lui, court
Il est presque dans toutes les rues pour aller parler de la révision de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a parlé de la révision du code électoral. Mais à ce niveau-là, ça cache bien des choses. Est-ce que vous voyez alors le processus s'arrêter à partir de cette déclaration du chef de l'État lors de sa conférence de presse? Je dis, s'il veut être conséquent envers lui-même là, ça devait s'arrêter. Il retire tout simplement et puis c'est fini. On passe à autre chose. Il y a plus sérieux que ça à régler au sein de la République. Et si Hassan Seibou dit, écoutez, moi je suis député, j'ai pour obligation ou pour prérogative de proposer des lois, j'ai proposé celle-là, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout. Et s'il disait ça? Mais Gilles l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il a fait n'est pas anticonstitutionnel. Donc à partir de ce moment-là, il est libre. Mais ici, il se pose une question de conscience. Même dans son propre parti, cela a suscité des remous. Les vrais acteurs de ce parti-là n'ont pas été associés à l'œuvre. Si je ne m'abuse, ils n'ont pas été associés. Au regard du tintamarre qu'on a pu observer autour de son acte. Donc à partir de ce moment-là, il se pose un problème de conscience. Il devait, n'est-ce pas, avec ce que le chef de l'État a même dit, il devait courir, n'est-ce pas, même si c'est nuitamment, aller retirer, tout simplement. Et puis, débat, incident clos. Mais c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi il s'acharne si tant, n'est-ce pas, s'il s'obstine, n'est-ce pas, à faire la promotion d'une révision de la Constitution. Alors que même il ne parle pas du code électoral. D'accord. Mais c'est avec la même loi qu'on est allé aux élections ici, non? On a choisi même le duo présidentiel. Mais allons-y, qu'est-ce qui presse? Non, allons-y avec la même loi. Après les élections, mais comment? On va se retrouver, n'est-ce pas, autour d'une table et tous les partis politiques, toutes les sensibilités vont se retrouver pour décider, n'est-ce pas, de la conduite à tenir. Et mieux. D'accord? Vous voulez que j'accouche? Oui, accoucher. D'accord. Puisque vous êtes devenu une femme enceinte. À la manière de Socrate, vous allez maintenant écoutez, accoucher des bonnes idées. Non, écoutez, mon cher Peggy, c'est sérieux ce que nous disons. N'est-ce pas? Il faut édifier, n'est-ce pas, les auditeurs, le peuple. Après tout, le peuple est souverain. Aujourd'hui, il n'y a plus sérieux au sein de la République. Les gens ont fait le panier de la ménagère. Les syndicats l'ont chanté ici. Mais rien n'est fait. Jusqu'à présent. Donc, au cours pour aller faire un truc, non, révision, non, écoutez. Mettons tout ça là de côté, bottons tout ça en touche, et puis faisons face, n'est-ce pas, aux défis qui nous attendent. D'accord. Julien Kitty, est-ce que vous voyez, le processus enclenché, s'arrêter à partir des propos du chef de l'État et ramener les députés sur le chemin de ce qui doit être fait, le chemin de ce qui a fait l'injonction de la Cour constitutionnelle, qui est finalement de réviser le code électoral? Oui, je pense que les députés devraient pouvoir aller dans ce sens. C'est-à-dire que, et c'est là où ça devient intéressant, c'est vrai que le chef de l'État ne peut pas le faire légalement injonction pour dire vous ne pouvez pas étudier la proposition de loi portant révision de la Constitution, mais les députés et le président de l'Assemblée nationale, j'ose croire que, vu la force, d'accord, des décisions de la Cour constitutionnelle et pour le bon rapport entre les institutions, il ne devrait pas donner priorité à la proposition de loi déposée par Hassan Seibou et portant révision de la Constitution par rapport au dossier lié au code électoral pour lequel la Cour constitutionnelle a fait injonction, d'accord, au Parlement, au fait de la correction du code électoral. Et c'est pour régler une question cruciale, parce que ça, c'est plus important pour le peuple que le projet de révision de la Constitution que Hassan Seibou propose. Vous savez, pour parler en français facile, ça va permettre que la correction du code électoral, qu'en 2026, quand on va faire les élections législatives, on va faire les élections communales et municipales couplées, que les députés et maires élus, on puisse trancher par la loi la question de savoir qui de ces députés de la 9e législature, ceux qui sont en cours, et ceux de la 10e législature qui seraient élus
et en cours d'installation auraient le droit de parrainer les candidats aux élections. Le droit de parrainage. De parrainage. Alors, parce que quand vous revisitez, et ça, je vous fais la confidence que, et ça ne m'enlève rien, faut toujours actualiser ses connaissances. J'ai recherché rapidement mon exemplaire de code électoral qui est avec moi pendant que je ne le trouvais pas. J'ai couru, pour ne pas faire de la publicité pour nos confrères de la nation, j'ai couru à l'ONIP pour m'imposer d'aller en acheter, c'est là, je peux vous le montrer. Et que j'ai relu. D'accord? Que j'ai relu, parce que l'un des problèmes que nous avons aussi au pays, dans les débats, c'est qu'il y a trop de personnes qui n'actualisent pas, excusez-moi, leurs connaissances, leurs informations, et de bonne foi brouillent les pistes dans les débats. Donc, pour revoir, mais quand vous regardez les articles, les endroits où il y a, pour ne pas embêter les gens avec langage barbare juridique, les endroits où il y a quelques contradictions, il faut les régler, de sorte à ce que le processus d'installation des maires, par exemple, qui serait en cours, mais qui ne serait pas encore terminé, alors que ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles doivent déjà aller déposer leur dossier à la Sénat, et donc devraient pouvoir obtenir le parrainage chez ces maires. Mais un maire qui n'est pas encore installé, il n'a pas encore la plénitude des pouvoirs pour donner. Donc il sera là, et quelqu'un peut-être qui n'a même pas pu renouveler son mandat, et à qui donc le peuple aura retiré sa confiance, ben il ira parrainer. Donc ce n'est pas normal. On risque de tomber dans une situation confuse. Et maintenant, je voudrais prier ceux qui regardent dans le rétroviseur, qui veulent faire le débat et pourquoi on avait fait erreur avant, et maintenant la Cour fait l'injonction. Oui, on fera ce débat. On ne va pas étouffer ce débat. Mais vous savez, quand des gens ont fait des erreurs, quand après ils s'en rendent compte, quand celui qui parle ou l'institution qui parle, elle est censée être neutre, elle est censée être notre institution à nous tous. Donc ce n'est pas un camp qui a parlé, c'est la Cour constitutionnelle. Et la Constitution dit que ces décisions sont sans recours. Donc allons corriger ça pour qu'en 2026, d'accord, nous n'ayons pas de problème et que nous n'ayons que nos passions politiques ou politiciennes à gérer. Et ces passions, je prie tous les dieux pour que elles ne dévient pas dans des situations déplorables, mais qu'elles soient c'est une fête, comme nous avons souvent voulu que les élections soient les fêtes auxquelles nous avons voulu que ces élections s'apparentent. On se pardonne, on s'est pardonné. Il y a eu des situations regrettables de 2019. Personne ne souhaite que ces événements-là se reproduisent au Bénin. Donc, selon moi, la priorité doit être donnée au code électoral, et le président de l'Assemblée nationale, je le crédite encore de cette bonne foi de pouvoir savoir que s'il accorde priorité, ou les membres de la commission des lois accordent priorité au projet de révision de la Constitution et font traîner ce que le processus de déférence vis-à-vis de la décision de la Cour constitutionnelle, eh bien, on avisera, on constatera que leur priorité est ailleurs. Et comme ils sont des représentants du peuple, le peuple va pouvoir s'exprimer. Les composants du peuple sont encore là. Là, maintenant, écoutez, tu vas pas demander à Ishola, tu peux tout lui enlever, mais tu peux pas lui enlever son droit de parler en tant que journaliste, en tant que citoyen. Il continuera toutes les fois qu'il en aura l'occasion de dire, par exemple, que ça, c'est pas correct, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Mais, je répète, je peux ne pas être d'accord avec ce que la proposition de loi, parce que ça vient brouiller les pistes, parce que ça n'améliore pas le vivre ensemble politique, socio-politique dans notre pays, alors qu'on veut que le président finisse son mandat dans la paix, dans la cohésion. Mais regardez, tous les anciens présidents en Afrique, on se rentre dedans, d'accord.
mais c'est encore en Afrique on a de ces valeurs-là. Quand quelqu'un dirige le pays, il est à la retraite, institutionnelle, en tout cas par rapport au poste, parce que le président Talon, soit dit en passant, a dit qu'il sera très actif, même quand il va finir ses mandats, donc il faut pas l'enterrer vivant. Mais ce qui devient, il a dit d'ailleurs lors de sa conférence de presse, il dit qu'il reconnaît, comme il a dit au départ, un peu comme qu'il fait des choses qui sont aujourd'hui impopulaires, parce qu'il le rend impopulaire, mais on va le célébrer après. Il dit qu'il ne demande pas à quelqu'un d'assurer ses arrières et qu'il préfère continuer à faire ce que les gens appellent le sale boulot, quitte à ce que, quand il va quitter le pouvoir, ses compatriotes puissent se dire « Ah oui, c'était dur, mais c'était nécessaire d'avoir un Patrice Talon à la tête du pays. » Mais quand il dit, Julien Kiti, je n'ai pas besoin qu'on assure mes arrières, est-ce que en politique, c'est pas suffisamment inquiétant? Non, je pense que ce n'est pas inquiétant. Et ça, c'est du Patrice Talon, ça. Ce qui me passionne depuis qu'il est au pouvoir, au-delà des prises d'opposition, au-delà des intérêts politiques, c'est que j'observe le phénomène politique qu'il est. C'est quelqu'un qui sait défendre sa part de naturel dans son action politique. C'est-à-dire, vous savez, quand, à cause de la politique, vous devez changer à 100% pour ne plus être vous-même, parfois, c'est pas bien. Les effets ne sont pas bénéfiques durablement. Mais Patrice Talon fait parler son naturel à des moments donnés. Voilà quelqu'un qui, quand il n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'il veut soutenir quelque chose, il affirme que oui, voici ce que lui veut et il soutient ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça peut ne pas marcher, ça peut échouer. C'est pour dire que il a voulu, à travers cette conférence de presse, dire il n'y a pas un seul sujet dans lequel vous appelez mon nom et que je sois gêné d'aborder. Il a dû faire ses sondages, il a des services de renseignement. Il a une direction de la communication qui lui fait la veille médiatique et qui lui fait des fiches. Et donc, on a dû lui dire que, et comme ça se passe la plupart du temps en Afrique, eh bien, beaucoup de chefs d'État africains, quand ils sont en fin de mandat, toutes les manœuvres qu'on observe chez eux, c'est juste parce qu'ils ont peur du lendemain. De l'après-pouvoir. De leurs arrières, justement. De leurs arrières. Alors, et donc, puisque certainement, et ça je suppose qu'il a entendu que des gens pensent que, il veut qu'on prenne des précautions pour qu'il soit tranquille. Il est arrivé dans ce pays que les chefs d'État aient demandé qu'on vote une loi pour les amnistier par rapport à tout ce qu'ils auraient commis comme faute dans l'exercice de leur fonction. Mais quand il affirme qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières, mais c'est quand même garçon. Vous devriez l'applaudir, non? Est-ce que c'est encore un crime? Non, il y a aujourd'hui dans les... C'est garçon ou bien c'est suicidaire? Non, attendez. Est-ce que dans les chefs d'accusation, vous êtes juriste, à ce que je sache, est-ce que il y a déjà le crime du courage? Il n'est pas encore mis en cause, que je sache. Bon, alors, et il vous dit, donc, vous qui vous mettez en tête qu'il pourrait être mis en cause, vous qui vous mettez en tête qu'il aurait besoin que quelqu'un assure ses arrières, lui n'en a pas besoin. D'accord. Moi, je prends acte de ça, c'est ce qu'il a dit. Ah, d'accord. Je prends acte de ça. Mais à mon niveau, cela pose un petit problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État, je sais pas, au niveau, en tout cas au sein de l'opinion, les gens croient que il a du mal à respecter sa parole. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons pouvoir porter des gants par rapport à ça. Quel chef de l'État ne veut pas assurer ses arrières? Je me demande. Ben, il vous demande de ne pas craindre pour lui. Mais comme il a dit, c'est garçon. Yeah. D'accord, c'est du courage indien. Mais en réalité, voyons, dans les faits, attention, cela transmet notre message ou dégage un autre enseignement. Lequel? Écoutez, je le dirai après. Mais, j'ai dit, lorsque Patrice Talon dit qu'il ne veut pas assurer ses arrières, là, il y a un problème. Ah oui. Lequel? Oui, et je sais que dans le subconscient de mes compatriotes, en tout cas de la grande majorité des Béninois, ils sont Saint-Thomas. Justement par rapport à cette question, je demande, mais quel chef de l'État africain ne veut pas assurer ses arrières? Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Sénégal, non? Où on rallonge exprès... Mais lui, il ne crée rien. Il ne crée rien. Attention, il crée beaucoup de choses. Il crée rien de tout ça. Puisqu'il l'a affirmé, là. Vous avez quel problème? Avec tout ce qu'il a eu à faire,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il semble qu'il est hanté et qui tombe par... sous le coup de la loi. Écoutez, avec tout ce qu'il a eu à faire, où il est allé jusqu'à dire qu'il ne veut pas d'un troisième mandat, c'était bien, les gens l'ont applaudi. Alors. Mais les instants qui ont suivi, mais quel acte a commencé par poser? Vous l'observez comme moi? Mais tout porte à croire qu'il est hanté par... J'ai eu beaucoup de respect pour lui, je crois. Il semble qu'il est hanté par un esprit malin qui veut le faire sortir par la petite porte. Et lui-même, il se prête à ce jeu. Il prête flanc à cela. C'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Au point où il bouleverse... Donc pour vous, il n'a pas le droit de ne pas craindre. Il n'a aucun... Écoutez, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne suis pas rentré dans son esprit pour savoir avec exactitude, sans la moindre fioriture, ce qu'il pense. Mais je dis dans le cas d'espèce, nombre de mes compatriotes ont beaucoup de réserves par rapport à ces propos. D'accord. Ce sera votre dernier mot, puisque nous arrivons... C'est pas encore mort, hein. Non, dans cette émission, je veux dire, ne travestissez pas mes pensées qui sont de très fort bon aloi à votre endroit, parce que on a encore besoin de vous pendant longtemps. Non, je ne travestis aucune pensée. Il aurait préféré merci beaucoup. Mais vous avez écouté Lazare Sekweto, non? Nous avons... Dites à Seibou d'aller retirer sa loi, tout simplement. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission Point 7. Merci vraiment pour vos analyses, vos commentaires et pourquoi pas vos contributions. J'espère que le chef de l'État est à l'écoute de cette émission et aura pris bonne note. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody. C'est le pire.